Allez, on va passer à la sécurité parce que c'est quand même un sujet extrêmement important de préoccupation pour les Français. Ce qui s'est passé à Sevran et Aulnay-sous-Bois, notamment, 3e nuit de tension. Vous allez nous expliquer tout cela, Stanislas Godon, parce que il y a eu la mort d'un conducteur d'une camionnette volée qui a été tué par un policier de la BAC. De nombreuses interpellations ont eu lieu cette nuit encore. Tout de suite, on fait le point avec Marie Aubazac. Marie. Oui, 13 personnes ont été interpellées, dont 5 mineurs cette nuit, suite à des incendies, des dégradations et des violences commises sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Des fonctionnaires de police ont été ciblés par des tirs de projectiles. La nuit a tout de même été plus calme que les 2 nuits précédentes. Samedi et dimanche, 16 personnes ont été interpellées, dont 4 mineurs. 3 d'entre elles ont été écrouées en attendant d'être jugées en comparution immédiate. Alors à l'origine de ces tensions, il y a le décès d'un homme samedi soir à Aulnay-sous-Bois, touché à l'omoplate par le tir d'un policier. Il est décédé des suites de ses blessures. C'était un habitant de Sevran, père de 4 enfants, âgé d'une trentaine d'années. Il était connu des services de police, notamment pour des faits de vol, de violence et d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il avait 34 mentions au traitement des antécédents judiciaires. Plus tôt dans la journée, cet homme avait tenté d'échapper à un contrôle de la BAC, la brigade anticriminalité, alors qu'il se trouvait au volant d'une camionnette déclarée volée. Un policier s'est approché de la vitre du conducteur et dans des circonstances qui restent à déterminer, il a fait feu, il a tiré une seule fois au moment où la camionnette redémarrait brusquement. C'est ce qu'indique le parquet de Bobigny dans un communiqué. L'IGPN, la police des polices, a été saisie pour déterminer les circonstances précises qui ont amené le policier à faire usage de son arme. Pour l'heure, ce policier de 32 ans est en état de choc et il n'a pas encore été entendu. Merci pour toutes ces précisions, Marie Aubazac. Stanislas Godon, ce qui se passe, c'est un scénario désormais bien connu. Il y a un problème, il y a un policier qui ouvre le feu et qui tue un contrevenant. Et derrière, il y a trois nuits de violence. Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut rappeler quand même, c'est les circonstances. Parce que souvent, tout le monde y va de son petit commentaire, de son communiqué de presse, comme par exemple le maire de Sevran, et qui a un peu oublié quand même qu'il y avait des circonstances à cette intervention. Alors après, il ne s'agit pas d'occulter quoi que ce soit. Je crois qu'on les a rappelés là. Oui. Mais Marie Aubazac l'a bien rappelé, c'est d'abord une camionnette signalée volée, donc les collègues interviennent sur un véhicule qui est signalé volé. C'est important de le rappeler. Et qui en plus refuse le contrôle. Donc comme on est à peu près aussi proche du refus d'obtempérer que l'on connaît toutes les 20 à 30 minutes où il y a des collègues qui parfois meurent, je le rappelle quand même, eh bien le collègue a fait feu. L'enquête va déterminer s'il était effectivement dans le cadre réglementaire de la légitime défense ou du Code de la sécurité intérieure, parce que maintenant on a quand même des nouveaux textes aussi qui nous permettent parfois de faire usage de l'arme, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas aller trop vite. C'est que là, on est en train d'accuser les policiers de bavure. J'entends notamment un avocat qui dit « Mais cet individu était rangé, il n'y avait aucune affaire, il n'y a pas de souci pour lui, il avait payé sa dette auprès de la justice. » Mais d'accord, ok. Mais il conduisait une camionnette volée. Donc les collègues interviennent sur un véhicule volé. Ce n'est pas rien. Je crois qu'il faut le rappeler aussi dans le contexte. Après, dans tout drame, évidemment, eh bien, il y aura une enquête. Il faudra faire la lumière, à la fois pour le policier qui est très choqué et pour évidemment la famille de la victime, sans aucun souci. Maintenant, les violences inacceptables auxquelles on assiste depuis bientôt 3 nuits, eh bien là encore, c'est la destruction des biens communs, parce que je voyais il y avait un bus notamment de transport en commun qui a été pris sur la commune d'Aulnay, je crois, et qui a été intégralement brûlé. Je crois qu'il y a des bâtiments aussi qui servaient à la collectivité qui ont été brûlés. Et puis au milieu de tout ça, vous avez les policiers qui subissent les tirs de mortier dans tous les sens et j'ai envie de dire que c'était presque concomitant à ce qui se passait en Corse. Oui, évidemment, là aussi les policiers étaient en première ligne avec les gendarmes mobiles. Alexandre Devecchio, il y a aussi les habitants qui sont pris au piège de ces mafias dans ces quartiers. Oui, Sevran, c'était à un moment donné, je crois, l'épicentre du djihadisme français, là où il y avait le plus de départs. On se souvient qu'il y a quelques années, le maire voulait envoyer les casques bleus ou l'armée, donc c'est pas nouveau. Et effectivement, les premières victimes, ce sont les habitants honnêtes, et il y en a aussi un certain nombre, peut-être même la majorité, qui habitent dans ces quartiers-là. Mais cela dit, cette affaire dit ce qui est aujourd'hui
la France, ou du moins certains territoires en France, c'est qu'en réalité, ce sont des territoires même pas perdus de la République, ce sont des territoires gagnés par les voyous, souvent les islamistes, par une contre-société, et que les policiers sont considérés comme faisant partie d'une bande rivale. Parce que là, l'enquête déterminera s'il y a eu ou pas, si le policier était dans les règles. Mais enfin, on a eu d'autres affaires où simplement un accident de scooter sans qu'il y ait eu de mort déclenche ce type d'émeute. Donc ça veut dire l'État français n'est pas le bienvenu. C'est un peu comme si l'État français violait la souveraineté, je dirais, de ces quartiers-là. Donc c'est un vrai problème, une forme de guerre civile à bas bruit. Et je pense qu'il ne peut y avoir que de réponse globale, parce que je disais, il y a des gens honnêtes. Malheureusement, c'est une contre-société aussi qui s'installe, pas seulement les délinquants. Et donc, ce qu'il faut, c'est veiller à ce que ces contre-sociétés ne s'installent jamais. Et ça passe par les flux migratoires, ça passe par une maîtrise de la politique du logement, etc., etc. Et donc, c'est un chantier qui est devant nous. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait d'autres zones comme ça qui se constituent sur le territoire, parce qu'on voit que ça concerne plus que les villes comme Sevran, mais qu'il y en a aussi maintenant en province et un peu partout en France. Dans les petites villes, il y en a maintenant. C'est important de le rappeler, dans les grandes agglomérations, dans les moyennes et dans les petites villes, où on assiste maintenant à notamment des règlements de compte entre des mineurs, parce que on en parle souvent ici sur ce plateau, la difficulté notamment de la délinquance des mineurs qui sont de plus en plus violents, qui sont capables de s'entretuer pour parfois un simple regard, ou parfois qui sont utilisés dans des guerres de territoire sur fond de trafic de stupéfiants. Bon, je dirais que le tableau, effectivement, il est bien noir. Et vous avez raison de le rappeler. Les solutions auxquelles qu'il va falloir apporter, notamment mettre sur la table, ça va être des solutions par des mesures éducatives, mais qui ont déjà montré évidemment leur faiblesse. Après, la partie répression, je rappelle qu'on n'a que 50 centres éducatifs fermés en France. On n'en a même pas un par département. Ça illustre quand même le décalage entre ce qui se passe. Avec 16 à 20 adolescents dans chaque centre. Exactement, avec de grandes difficultés, notamment pour les prendre en charge, parce que là aussi, souvent on parle des moyens de la police, mais on peut parler aussi des moyens de la justice. Moi, j'ai pas de problème avec ça, sur ce tandem qui est le parent pauvre, notamment du budget de l'État. Et effectivement, il va falloir conduire des politiques pénales dures pour rétablir l'autorité d'État, parce que sinon, ceux qui sont en première ligne, comme nous, les policiers, on subit chaque jour. Je vous dis, chaque jour, il y a des violences urbaines. Chaque jour, il y a des tirs de mortier à l'encontre des policiers. Il n'y a pas une journée où on n'a pas des témoignages. Encore hier, à Chanteloup-les-Vignes, dans 78, ça a été le cas où nos collègues ont été pris à partie. Vincent Herouette, ce tableau que nous dresse ce policier est absolument frappant. Oui, alors, M. Godon, on parle de guerre de territoire. Alexandre Devecchio parle de guerre civile à bas bruit, larvée. Si c'est le cas, moi je vois que la victime de ce tir, c'était un ancien combattant avec 34 citations à l'ordre du régiment, 34 mentions sur le casier judiciaire. Et du coup, là, ça fait réfléchir, parce que quelqu'un qui a été ainsi 34 fois devant le juge et qui continue à voler à l'évidence, puisque le vol venait d'avoir lieu, le vol de cette camionnette, qui continue dans la délinquance, c'est quelqu'un qu'on n'a pas arrêté assez tôt. La balle fatale qu'il a arrêtée remplace on aurait dû le freiner, on aurait dû le stopper dans cette spirale de la délinquance. Pour éviter d'en arriver là, bien sûr. Avant d'en arriver là. Et là, ça pose réellement le problème de la sanction en France, oui. Il est 18h30, si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. On continue ce débat sur la sécurité. Je vous passe la parole, Jean Garrigue, mais tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean Garrigue, Vincent Herouette, Alexandre Devecchio et Stanislas Godon, délégué général du syndicat de police Alliance. On a évoqué ces nuits de tension et de violence à Sevran et Aulnay-sous-Bois après la mort d'un homme qui conduisait une voiture volée. On va revenir sur son pédigré, son profil évidemment dans un instant. On va juste écouter l'un des candidats à la présidentielle, Éric Zemmour, qui s'est rendu justement à Sevran. Écoutez ce qu'il disait. Je tiens à dire que nous éradiquerons la racaille. Comme il fallait terroriser les terroristes, il faut éradiquer la racaille. Il faut les frapper partout et
à tous les niveaux. Au portefeuille, il faut saisir leurs biens, il faut absolument supprimer leurs allocations sociales, il faut les expulser des HLM. Nous mènerons une action globale et totale. Il n'y aura plus de répit pour eux. Ce n'est pas à eux de plastronner, c'est au contraire les honnêtes gens qui doivent lever la tête, qui ne doivent plus baisser les yeux, et c'est eux qui doivent avoir peur. Alexandre Devecchio, éradiquer la racaille, de ce que dit Éric Zemmour. Alors, il y a déjà, si on veut analyser la forme, on voit qu'il persiste et signe sur cette thématique de prédilection. Il aurait pu essayer d'élargir le spectre dans cette campagne. Maintenant, sans doute fait-il le calcul que c'est trop tard pour aller, par exemple, sur le pouvoir d'achat. Il en a parlé, d'ailleurs, tout le long de la campagne, mais moins, on voit bien que il a choisi un angle en se disant que c'était l'angoisse prioritaire et existentielle des Français. On verra si c'est le cas à la fin de l'élection. Maintenant, sur éradiquer la racaille, moi ça me choque pas. Nicolas Sarkozy avait parlé de sortir le Karcher, donc il y a rien de surprenant. Ce qui est plus intéressant dans ce qu'il dit, c'est quand il dit il faut une politique globale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas une solution. Ça a été dit et rappelé, quand quelqu'un a 34 condamnations, il y a une défaillance évidente de l'État et de la justice, donc il va falloir sans doute réformer la politique pénale, mais surtout construire des places de prison pour pouvoir appliquer une justice finalement juste et pas laxiste. Mais il a raison de dire qu'il y a un problème sans doute de logement, et pas normal qu'on donne des HLM à des familles délinquantes. Ça doit être réservé aux familles honnêtes, je suis désolé. Et si on veut pas que les ghettos se reconstituent une fois que les personnes ont été en prison, je pense qu'il faut les empêcher. Il va au-delà, il veut réserver ça aux familles de nationalité française. On peut imaginer une forme de priorité nationale, et en fait, s'il y a des lieux de désintégration, c'est aussi parce qu'il y a eu un problème d'immigration, et d'immigration concentrée sur les mêmes territoires. Donc c'est tous ces enjeux-là qu'il faut résoudre. Jean Garrigue. D'accord sur les solutions que propose Alexandre. Sur le langage employé, on voit bien qu'il est dans son créneau. On se souvient que Nicolas Sarkozy voulait nettoyer au Karcher. Bon, ce qui lui avait d'ailleurs réussi pour l'élection de 2007, mais moins pour celle de 2012, pour sa réélection en 2012, parce que effectivement les résultats étaient peut-être pas à la hauteur des ambitions. C'est ça aussi le problème quand vous allez sur quelque chose de très extrême. Alors cela dit, sur les faits eux-mêmes, moi ce qui m'a quand même étonné, c'est la réaction d'abord du maire de Sevran, et puis aussi d'articles que j'ai lus dans certains journaux qui nous présentaient ce monsieur, 34 fois récidiviste, comme un bon père de famille installé, inséré dans la société. Quand vous avez 34 faits comme ça de mention au casier, c'est que vous n'avez pas forcément réussi votre intégration. Alors ça montre d'une part la difficulté justement à intégrer dans la société un certain nombre de personnes de ces quartiers, qui ne sont pas la majorité d'ailleurs, qui sont une minorité. Et puis deux, ça montre les difficultés de la dissuasion par notre système pénal, notre système judiciaire. Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas bien. Oui, ça dysfonctionne, évidemment. Vincent Herouet et après Stanislas Godon. Non, juste un mot sur éradiquer la racaille. Je suis pas sûr que l'expression qui est faite pour choquer soit tellement opportune, pardon, mais on met ça en parallèle avec l'affaire du Karcher. Ça n'a rien à voir parce que, pardonnez-moi, mais le Karcher, c'est une phrase qui a été dite par Nicolas Sarkozy en privé. C'était pas devant une caméra dans un micro. C'était devant une caméra. Il savait pas qu'il était filmé. Peut-être. Il savait pas qu'il était filmé. C'était sur la dalle. Il a répondu à une habitante des lieux. C'était pas censé être. C'était pas un reportage. C'était pas une déclaration ex cathedra comme vient de le faire Éric Zemmour. Quand il dit éradiquer la racaille, c'est vrai qu'il creuse son sillon. L'immigration, la sécurité, c'est les deux grands thèmes de sa campagne. Et de cette manière, tout le monde est pour le pouvoir d'achat. Donc il a raison de creuser sa spécificité, de souligner l'essentiel de son combat. Oui. Alors juste pour revenir au délinquant et qui a trouvé la mort à Sevran, 34 mentions au casier. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de ce que c'était, pour quel fait, ou est-ce que vous n'avez pas encore le pédigré complet ? Alors, pas le pédigré complet, mais on sait qu'il y a eu des vols violences, trafic de stupes.
Donc il y a quand même des thématiques qui sont quand même pas des petites thématiques je dirais de petite délinquance. Donc moi, ce que j'aimerais connaître, c'est dans ce parcours judiciaire de 34 faits aux antécédents judiciaires, c'est quelles ont été les réponses pénales à chaque fois. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire, et même certains candidats à la présidentielle disent, bon, il faut pas de prison, il faut que de la peine alternative. Bon, les peines alternatives, on en mange matin, midi et soir. Je dirais que là, pour l'instant, ça n'a pas montré réellement son efficacité. Ceux qui disent la prison est l'école du crime, je crois qu'ils se trompent. Les délinquants, ils attendent pas d'aller en prison pour être de véritables grands délinquants, voire criminels. Donc je crois que les solutions que nous, en fait, on prône, c'est effectivement la construction des places de prison pour 2 raisons. D'abord, permettre une réponse pénale, permettre aussi la détention provisoire, parce que je rappelle que si vous n'avez pas de place en prison, vous pouvez pas faire de la détention provisoire, donc ce qui veut dire que vous êtes obligé de laisser les gens dehors. Donc ça, c'est quand même un truc qui est absolument pas possible dans notre société. Et deuxième chose, c'est aussi une des solutions pour la radicalisation dans les milieux pénitentiaires. Parce qu'à partir du moment où vous avez plus d'espace, vous pouvez séparer, faire de l'individualisation, et que certains ne prônent pas notamment la haine, voire de la radicalisation, ou voire endoctrinent certains autres détenus. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, le parcours, regardons où est-ce qu'il y a des failles. Nous, on les connaît parce qu'on sait que quand on voit la politique pénale, quand on dit que jusqu'à 1 an, c'est absolument des peines alternatives, et quand vous avez 1 an de prison, on propose des aménagements de peine, bracelet électronique, voire assignation à résidence, et ces réponses-là, je suis désolé, mais elles ne sont pas adaptées à des faits de délinquance qui sont extrêmement graves, comme par exemple les coups et blessures volontaires, soit à l'encontre des forces de sécurité, les missions de service public, voire les citoyens. Alexandre Devecchio. Oui, non, d'un mot pour réagir à ce qu'avait dit Jean Garrigue, qui était intéressant sur le fait que le maire de Sevran disait que c'était un honnête citoyen. Quand je disais que c'était un problème global, il y a aussi le problème des élus qui visiblement sont soit dans l'idéologie, soit dans le clientélisme pur et dur. Et donc je pense qu'il faut que l'autorité de l'État soit rétablie, alors dans les faits, mais aussi dans le discours, parce que c'est un discours qui est insupportable et qui, en fait, explique qu'on peut être condamné 34 fois en France, que c'est pas grave. Et donc je pense que si l'État veut rétablir son autorité, je pense qu'il faut réfléchir dans certains cas à la mise sous tutelle de certains élus. On le fait bien sur les questions financières. Je pense qu'on peut réfléchir à la tutelle du préfet dans certains quartiers ou dans certaines villes où ça devient trop compliqué, où visiblement il y a défaillance des élus. Ce à quoi j'ajouterais d'une part la complaisance de certains élus vis-à-vis d'associations plus ou moins islamistes. On en a parlé à propos notamment d'un maire de l'UDI. Bon, je ne citerai pas son nom. Et puis aussi l'autre volet, qui est quand même cette complaisance ou ce discours de certains élus, y compris de candidats à l'élection présidentielle, qui ont attaqué ouvertement la police en présentant comme systémique la violence policière. Et ce discours politique-là, il jette de l'huile sur le feu et il entretient justement cette violence à l'égard des policiers. Donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui devraient quand même se regarder un peu dans une glace par rapport à ce qui se passe dans les quartiers. Talisa Sgodon. Surtout que ce sont les mêmes qui prônent le rapprochement de la police-population, et qui en même temps mettent de l'huile sur le feu en expliquant que, voilà, regardez, les policiers, les bacs, faut les supprimer, les armes intermédiaires, faut les supprimer. Oui, mais ils connaissent rien à la police. Si on supprime les armes intermédiaires, on va faire quoi? On va aller au corps à corps, ou alors on va utiliser l'arme à feu, l'arme létale. Enfin, il y a un moment, il faut quand même être un peu responsable dans ses propos. Et puis alors, le maire de Sevran, avec son communiqué de presse, relayé notamment par une certaine députée d'un parti qui nous adore, je peux vous dire que ça aussi, ça n'a pas fini de mettre en colère notamment les policiers, parce que quand on appelle au calme, quand on dit qu'effectivement il y a un drame, on a un juste équilibre dans ses propos. Je suis désolé, quand on est quelqu'un de responsable, un élu de la République, on travaille pour toute la République et aussi pour les policiers qui payent le prix fort, je le rappelle. Encore un mot, Stanislas Sgodon, est-ce que vous êtes inquiet de ce qui peut se passer après la présidentielle, d'une flambée de violence sociale liée au contexte, au pouvoir d'achat, on va en parler dans un instant, liée aux situations locales qui dégénèrent?
Alors il est sûr que les conflits avec les milieux sociaux, quand vous agrégez ça avec le climat d'ultra-violence à tous les niveaux dans la société, ça peut donner un cocktail qui va mettre évidemment en première ligne les policiers, parce que si demain il y a par exemple une réforme des retraites, il y a effectivement une contestation type gilet jaune complètement non maîtrisée ou gangrénée par des ultras, parce que c'est ça aussi l'histoire, c'est que rappelez-vous le début des ronds-points et rappelez-vous le 1er décembre 2018, on n'était quand même pas tout à fait dans le même créneau revendicatif. Le 1er décembre 2018, c'est l'insurrection en plein Paris. 285 départs de feu, des milliers de grenades de tirées, des collègues qui se font voler notamment un pistolet mitrailleur quand même, qui est pas des moindres, le HKG 36. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, bien sûr, alors l'inquiétude fait pas partie de notre vocabulaire, mais nous on est extrêmement vigilants et on sait très bien que si les conflits sociaux viennent s'agréger à une violence extrême et qui est gangrénée par soit des quartiers, soit des ultras, là ça va effectivement être un cocktail très compliqué. Vous restez avec nous, Stanislas Godon, 18h45, le rappel des titres sur CNews.